Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce live stream In the File au format un petit peu spécial aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on va faire intervenir dans ce format à la fois une équipe qui utilise Figma et puis un partenaire. On a Maze avec nous aujourd'hui, on est très très heureux de les avoir. Alors, comme vous pouvez voir sur le partage d'écran, normalement on est sur un board interactif qui va être partagé avec vous directement dans le chat. Donc je vous invite à nous rejoindre dessus. Je vais voir s'il y a les gens qui commencent déjà à arriver dedans. Et en parallèle de ça, du coup, je vais commencer par les petites règles habituelles, juste pour faire une piqûre de rappel. Donc, comme d'habitude, oui, cette session est enregistrée et sera disponible a posteriori pour tous les gens qui se sont inscrits. Ça va être une session assez interactive. Vous aurez l'occasion de poser pas mal de questions à nos panélistes qui sont aujourd'hui présents. Vous verrez qu'en bas de votre écran sur Zoom, il y a un bouton normalement qui s'appelle Q et R, par lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Quand vous envoyez vos messages, n'hésitez pas à paramétrer vos messages sur tout le monde, parce que sinon, par défaut, ça va être affiché que aux panélistes, c'est-à-dire moi, Nathalie, Arthur et JB. Ça serait dommage que tout le monde ne puisse pas en profiter, donc n'hésitez pas à paramétrer vos messages. Et puis, comme d'habitude, soyez respectueux. On a un code de conduite et on s'y tient. Voilà, voilà. Donc, comme je disais, cette In the File aujourd'hui aura un format un petit peu spécial. Ça va être un mélange un peu en fait de table ronde virtuelle et de partage de bonnes pratiques, le tout assez interactif. Donc, pour ce faire, on a trois personnes aujourd'hui avec nous. On a de notre côté Figma, Arthur, qui est Enterprise Partnerships chez nous à Paris. On a Nathalie, qu'on est très heureuse d'avoir, qui est Director of Product Management chez Maze. Et on a JB, Head of Product Design chez BPI France, qui vient compléter un peu ce trifecta. Et alors, pourquoi est-ce qu'on a cette table ronde? En fait, c'est parce que ce sujet dont on va parler est tiré d'une conversation que eux-mêmes ont eue à trois, qui sont trouvées très intéressantes et se sont dit ce serait chouette de partager. Et pourquoi avoir en fait Maze en particulier? Alors, ça faisait un petit moment que chez Figma, on avait envie de parler un petit peu du X-Research, de processus produit au sens large, notamment de Discovery. Puis on s'est dit, quoi de mieux pour parler de ça que de le faire avec un partenaire de l'écosystème français, parce qu'on est un peu cocorico comme ça. Maze, c'est une très belle success story de tech française qui est alignée avec notre vision chez Figma qui souhaite aussi permettre aux équipes de construire de meilleurs produits et de démocratiser les pratiques design. Donc, le partenariat, c'est de façon assez organique. Et BPI France en particulier, pourquoi JB? Parce qu'en fait, BPI France a la particularité d'avoir beaucoup évangélisé une vraie culture produit en interne, dans une organisation qui, a priori, vu qu'on parle de banque d'investissement, n'était pas forcément le premier candidat pour adopter ces pratiques-là. Mais voilà, puis ils utilisent Figma et Maze en full stack. Donc, ça nous paraissait pertinent d'avoir un peu les cas d'usage de la perspective de Jean-Baptiste. Donc, sur ce, je vais laisser nos speakers aujourd'hui se présenter, puis présenter un peu la perspective qu'ils vont amener à la conversation. Ensuite, on va les laisser discuter entre eux. Au fur et à mesure de la discussion, commencez à poser vos questions dans la fonctionnalité webinaire du coup de Zoom. On va les prendre, on aura une petite session Q&A à la fin de quel temps? De plusieurs dizaines de minutes. Puis voilà, je vais vous laisser la main, puis on se retrouve du coup de l'autre côté de la discussion. Ciao, ciao! Trop bien, merci Alexia pour cette intro. Tout d'abord, je suis vraiment ravi d'être là pour animer cette discussion et puis représenter la voix de Figma. En guise d'intro, je me suis dit que j'allais vous épargner une présentation de Figma parce que je suis certain que tout le monde connaît ici la plateforme. À la place, je pensais que ce serait intéressant de vous expliquer en fait, quelle est notre stratégie d'entreprise et puis quels vont être nos investissements sur le produit sur les prochains mois. Donc, vous teasez un peu notre roadmap. Donc on pense aujourd'hui à Figma beaucoup comme un outil de design. C'est légitime parce que c'est par là où on a commencé en fait. Mais en fait, l'ambition de la boîte, elle est beaucoup plus grande. Notre ambition, c'est vraiment de devenir une plateforme produit. Cette ambition, elle a commencé à se concrétiser en 2021 avec le lancement de FigJam, qui est aujourd'hui énormément utilisé dans les phases de discovery. Donc on en parlera pendant la discussion. Et puis, elle s'est précisée en lançant DevMode l'été dernier, en bêta gratuite pendant 6 mois, avec un lancement officiel en GA il y a un mois. Alors, j'ai malheureusement pas le droit de vous partager l'intégralité de notre roadmap. Et en vrai, ce serait pas forcément vous faire un cadeau, parce que ce serait vous spoiler tout ce qui va être annoncé à Config en juin prochain. Mais je vais quand même vous partager des axes sur lesquels notre équipe produit travaille aujourd'hui. Donc, ce ne sera pas l'intégralité de notre roadmap, mais en tout cas quelques axes sur lesquels on travaille.
Le premier axe sur lequel on travaille, c'est la productivité des designers. On veut continuer à l'améliorer, à améliorer votre productivité dans la plateforme. On a par exemple sorti le multi-edit il y a quelques jours et il y a pas mal d'autres choses qui vont arriver dans ce sens. Et le deuxième axe sur lequel on va travailler, bah, c'est Dev Mode. Donc, continuer à streamliner la façon dont les designers et développeurs bah, collaborent. Donc, énormément investir pardon, dans Dev Mode. Et puis, le troisième point sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est comment intégrer l'AI dans la plateforme Figma, là où ça fait du sens. Donc, je vais vous expliquer un peu comment on y pense aujourd'hui. Sur DevMode, il y a vraiment deux problèmes qui nous animent là. Le premier, c'est permettre aux développeurs de beaucoup mieux comprendre ce qui a été designé et d'être beaucoup plus autonome dans la compréhension des designs et de ce qu'il y a à implémenter. Le deuxième sujet, c'est comment est-ce qu'on permet aux équipes de développement d'apporter leur code base bah, beaucoup plus directement, on va dire, dans Figma. Donc voilà, c'est vraiment ces deux sujets-là sur lesquels on travaille au niveau de DevMode avec énormément aussi d'autres features dans notre backlog. Euh, pour l'IA, donc sur l'IA, on a un partenariat avec OpenAI, on a sorti énormément de features sur FigJam récemment, avec la possibilité par exemple de résumer des stickies ou bien de générer des templates basés sur vos use cases. Donc l'IA est déjà énormément présente dans FigJam, dans Figma, pas du tout. Et nous, on réfléchit là du coup à comment intégrer l'AI dans Figma. Euh, avec deux problèmes sur lesquels on veut investir. Le premier, c'est comment est-ce qu'on permet à un designer de arriver à une première version de son design utilisable, donc un premier draft utilisable, on va dire, grâce à l'AI. Et puis le deuxième, c'est à partir d'un design existant, bah, comment l'apporter, on va dire, au next level. Donc, c'est vraiment ces deux sujets, ces deux axes sur lesquels on va choisir d'intégrer l'AI dans Figma. Donc voilà, tout ça, ce sera annoncé à Config. Ça, c'est vraiment juste un petit teasing de notre roadmap. C'est le sommet de l'iceberg. Et l'intégralité de tout ce sur quoi on travaille va être annoncé donc en juin prochain. Donc voilà, c'était pour l'intro et puis pour vous expliquer un peu ce sur quoi on travaille en ce moment chez Figma. Nathalie, je te laisse peut-être la parole pour nous expliquer bah, ce que vous faites chez Maze et puis ce qui vous anime en ce moment. Parfait, merci. Bonjour tout le monde, je suis Nathalie, je suis ravie de l'opportunité aujourd'hui de vous parler des Maze et comment l'utilisation conjointe des Maze et Figma peut vraiment maximiser les impacts de Discovery. Et si vous ne connaissez pas encore Maze, euh, nous nous décrivons comme la plateforme des recherches utilisateurs qui fait que les produits fonctionnent pour les gens. Ce que ça veut dire, c'est que nous donnons le pouvoir à n'importe quelle entreprise ou équipe produit de vraiment construire les bons produits à la vitesse des développements de produits en rendant les informations sur les utilisateurs, la voix de vos clients disponible vraiment au moment, au quotidien où vous devez faire des décisions pour développer ces produits. Et tout ça, vraiment, c'est basé sur les vraies problématiques, les dilemmes impossibles aujourd'hui que on voit les entreprises font face. Et c'est de choisir entre est-ce qu'on apprend sur nos utilisateurs, est-ce qu'on investit dans la recherche, est-ce qu'on découvre leurs besoins les plus profonds ou est-ce qu'on atteint l'opportunité d'aller plus vite et arriver dans le marché et mettre le produit dans les timings les plus rapides. Et nous, on considère que vous n'avez pas à faire ces choix, pas à cette ère de développement de produits. Et c'est ça ce qu'on essaie de faire avec Maze, c'est de vous permettre aux designers, aux PM, aux researchers, vraiment d'être et rapide et juste et, et avoir les clients et l'utilisateur au cœur de vos décisions, vraiment en même vitesse où vous devez prendre ces décisions de comment vous mettez en place les solutions pour les problèmes et des produits de vos utilisateurs. Et donc, c'est comme ça que on rend ça possible en permettant de collectionner, d'analyser et de partager les insights utilisateurs au moment où c'est nécessaire. Et quand il s'agit de notre partenariat avec Figma, c'était en 2020
qu'on a établi vraiment notre premier moment de partenariat. Et on a construit la première intégration, ce qui était la première parmi plusieurs. Et aujourd'hui, on a débloqué plusieurs use cases ensemble, en amont, en aval des processus de développement et de discovery. Mais depuis ce moment-là, avec Figma, aujourd'hui, ça fait 80% ou plus que 80% de tous les prototypes qui sont importés dans Maze sont des prototypes Figma. Et c'est juste pour vous donner une idée à quel niveau les clients de Figma et des Maze vraiment peuvent vraiment faire sortir les meilleures parties de ces des outils ensemble. Et les tractions qu'on voit avec ces intégrations et tout ce que ça permet à nos clients et à nos utilisateurs à faire, en quelques chiffres, ça fait plus concrète la chose. Et donc, voilà, en 2023, l'année dernière, on a vu plus de 6 500 000 des questions répondues parmi nos clients avec Maze, ce qui a alimenté plus de 25 000 décisions produits. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ces chiffres. Et quand on voit ça, on voit vraiment quel est l'impact qu'il peut avoir mettre en place un mécanisme qui vous aide à mettre les clients au cœur, les utilisateurs au cœur de vos décisions de produits au moment où vous les construisez ou vous les concevez. Et ça, c'est Maze. Pour le moment, après, on va discuter un peu plus. Et j'ai donne les mics à toi, JB. Eh bien, merci Nathalie. Et bonjour à tous. Je suis ravi en tout cas de parler de ce sujet ô combien passionnant à l'intersection entre la research et du coup la conception, enfin finalement tout le cycle de conception. Donc, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur également avec les équipes. Donc, je vous présente rapidement ce qu'on fait. Donc, BPI France, historiquement la BPI, donc la Banque publique d'investissement. Donc, nous sommes une banque. Et nous, en fait, nous travaillons et nous aidons les entrepreneurs. Donc, globalement, en fait, on se focalise sur tout le cycle de vie de l'entrepreneur, globalement. Donc, des entreprises naissantes jusqu'à des entreprises qui vont à l'international. Et notre objectif derrière, c'est d'être vraiment cette boîte à outils vraiment des entrepreneurs. On est une banque, donc forcément, on finance des entreprises, mais pas que. On aide aussi des entreprises avec des solutions de mentoring, de coaching, de mise en réseau. Donc, c'est vraiment tout un continuum de services. Et forcément, on a aussi on est une banque parapublique, donc on a une forte, évidemment, mission d'intérêt général. Donc, effectivement, qui dit, comme l'a très bien dit Alexia, banque d'investissement, en plus, donc parapublic, on a évidemment beaucoup de contraintes. Ce n'est pas forcément les écosystèmes où on pense le plus, du coup, à des expériences qui sont le plus customer-centric ou user-centric. Et pourtant, du coup, on a fait quand même beaucoup de progrès, même si on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et du coup, je suis ravi de vous partager, du coup, tout ça avec vous aujourd'hui. Au-delà du coup de ce qu'on fait en termes d'expérience, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a de très grands, on a trois grandes familles d'utilisateurs finaux. On aide des entreprises, donc on parle donc de petites entreprises jusqu'à des grandes entreprises. Au sein de ces entreprises, il y a différentes fonctions, des dirigeants, des DAF, des comptables. On a également tout un réseau commercial, donc de chargés d'affaires, de banquiers de BPI France, donc les collaborateurs de BPI France. Et enfin, on travaille également avec des partenaires. On travaille avec des banques, on travaille avec l'État, on travaille avec des régions. Donc en fait, si on regarde d'un point de vue de l'expérience, on a une expérience qui est très complexe et qui est surtout très omnicanal parce qu'on est présent en France, on est présent à des événements, on développe de plus en plus du coup de plateformes et d'expériences digitales. Donc c'est quand même un terrain de jeu absolument génial en termes de design au global. Ce qu'on fait chez BPI France Digital, on a trois grands types de plateformes. Le premier, c'est vraiment notre activité historique. On développe en fait des expériences digitales sous le terme finalement de BPI France en ligne, l'expérience de BPI France qu'on digitalise. On aide les entreprises du coup à accéder plus facilement à des financements, de les gérer, de pouvoir aussi accéder à toutes ces solutions extra-bancaires. On a également des nouveaux types de plateformes, des nouvelles solutions qui d'ailleurs, même d'un point de vue, on en parlera un peu plus tard, mais au niveau de la recherche, qui sont assez passionnantes parce qu'ils viennent pour certaines initiatives du design. On a lancé il y a 2 ans une plateforme qui permettait à des très petites entreprises d'accéder à des financements très rapidement, donc qui ne se base pas sur les banquiers de BPI France, donc une solution complètement digitale qui nous permet de décaisser des prêts très rapidement. On parle de prêts en moins de 7 jours. Et enfin, on travaille aussi avec des tiers et pour des tiers aussi en transverse. Donc,
On a travaillé, par exemple, pendant la crise Covid avec l'État pour opérer la plateforme PGE. Et plus récemment, on a travaillé à d'autres initiatives. On a lancé l'année dernière une plateforme pour la première fois à destination du grand public pour investir aux côtés de BPI France dans ce qu'on appelle le private equity. Donc, ce sont des boîtes qui sont non cotées. Historiquement, c'est des formats d'investissement très élitistes. On le démocratise à tous les Français, à partir de 1 000 euros. Tout ça, ça se fait en ligne. Et on travaille également sur, justement, donc tout ça, ça fait partie de notre activité de banking as a service pour démocratiser les mesures ESG et l'impact enfin, l'impact climatique du coup d'entreprise dans le but de baisser, et enfin plutôt de rendre les entreprises plus éco-conscientes. Avec voilà, donc des designers qui sont présents du coup, sur l'intégralité des plateformes. Derrière chacun de ces expériences clients ou partenaires, on a une myriade d'outils de collaborateurs. Donc là, c'est ce qu'on voit ici un petit peu, hein. À gauche, une partie de l'expérience client, le miroir côté collaborateur. Historiquement, des outils qui ne se parlent pas très bien. C'est du coup tout notre challenge d'apporter du coup de la fluidité dans toutes ces expériences-là. Donc, une expérience client et partenaire, plus en profondeur, une expérience collaborateur, et encore plus en profondeur, tous nos socles de systèmes d'information, euh, et qui sont du coup un challenge assez permanent. Trop bien. Et peut-être JB, c'est quoi la taille de l'équipe aujourd'hui? Comment vous êtes organisé? Alors justement, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, on pourra reparler aussi du scale un petit peu après. Aujourd'hui, on a une trentaine de designers, majoritairement des product designers qui sont intégrés dans nos product teams, nos impact teams. Et on a également des designers transverses qui du coup travaillent en fait évidemment avec tous les designers et les product people au sens très large du terme, mais également avec d'autres parties prenantes, donc business, legal, compliance, etc. Et là, on parle de content design, design system, design et research ops, motion design, etc. Une Ok. équipe plus pluridisciplinaire qui représente quasiment toutes les expertises du design. Ok, trop bien. Mais du coup, ouais, Alexis, on va commencer la discussion. Moi, j'avais une première question. Merci pour l'intro, Jean-Baptiste. C'est hyper intéressant de voir ce que vous faites chez BPI France. J'avais une première question qui est pas vraiment liée aux outils, mais plutôt à comment tu arrives à prouver l'impact de ton équipe, tu vois, à ton COMEX ou tes supérieurs. Tu vois, on parlait du fait que ton équipe, elle avait vachement grandi sur les dernières années. Donc, comment tu arrives à continuellement prouver ton impact et justifier l'investissement qui est fait aujourd'hui dans le design, la research chez BPI France? Ouais, bah, c'est une très bonne question et qui est surtout ô combien d'actualité, hein. On le voit avec ce qui se passe du coup, dans le monde du design et qui est assez passionnante. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, je suis arrivé il y a 3 ans chez BPI France. Globalement, il y avait à peu près 5 designers à l'époque. Donc, effectivement, le scale est. Alors, il ne s'est pas fait de façon, évidemment, on n'est pas passé de 5 à 30 ans du jour au lendemain. Ça fait par palier. Je pense qu'il y a, en fait, globalement, ça a été, le premier challenge, ça a été évidemment bon, de deux choses, capitaliser évidemment sur la recherche et après, derrière, à partir de là, de pouvoir construire en fait des expériences. Je parle vraiment d'expérience parce qu'en fait, on a des produits digitaux, mais en fait, on a tout le reste de notre expérience qui est, donc, comme je disais, très omnicanal, donc c'est assez clé. Je pense que si on fait on commence par parler de la recherche. Moi, un truc que j'ai trouvé intéressant en arrivant, c'est que quand on parlait de recherche il y a 3 ans, on parlait de tests d'utilisabilité. En gros, on ne faisait que ça. Donc, globalement, les designers étaient tout à fait en bout de chain, très exécutants, et c'était, on testait en gros des maquettes, on testait des conceptions. Je pense qu'un des axes qui a été intéressant, et je pense qu'il se décompose un peu en 3 points, d'enrichir un peu je parlais de boîte à outils des entrepreneurs, mais on a la même chose avec les designers, cette boîte à outils du coup pour en fait amener plus de façons de faire de la recherche et mieux, on pourra en parler après. Euh, mais déjà de commencer à mettre en place et d'aller explorer finalement, de prendre de la hauteur sur ce qu'on construisait, et de mieux comprendre déjà nos utilisateurs finaux. On a 3 grandes familles, on a donc les entrepreneurs, on a les collaborateurs de BPI France, on a les partenaires. Un entrepreneur, on parle aussi beaucoup de ces sujets autour de la solitude de l'entrepreneur, de la frustration avec les services bancaires, comment en fait on va vraiment comprendre et rentrer en profondeur dans ces sujets-là. Pour un collaborateur de BPI France, c'est quoi? Évidemment, il y a différentes familles de collaborateurs, mais quel est un peu leur journée type? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Et les partenaires, quels sont leurs objectifs? Donc ça, je pense que c'est le premier point. Déjà, beaucoup mieux comprendre en fait nos utilisateurs et nos clients, tout simplement. À partir de ce moment-là, et c'est souvent une problématique qu'on peut voir aussi, c'est
on apprend des choses, mais par contre, on a parfois du mal à le communiquer au sein de l'organisation. Donc, comment on rend ces enseignements très tangibles? On pourra aussi en reparler un petit peu après avec pas mal de tactiques qu'on a développées qui se sont avérées assez intéressantes pour vraiment faire résonner ces enseignements et les rendre aussi collaboratifs. C'est-à-dire, on apprend des choses et on intègre aussi une dimension business et tech. Donc, business, comment BPI France, finalement, comment on développe le business de BPI France, comment on y gagne, clairement. Et sur la tech, étant donné qu'on est quand même la fusion de quatre banques, parfois nos systèmes d'information sont très anciens, on a beaucoup de legacy, qu'est-ce qui est faisable? Et après, je pense que de façon extrêmement tactique, d'aller chercher les premiers use cases qui ont un impact business fort, ce qu'on a fait très rapidement dans les premiers mois, premières années globalement. Et je pense qu'il y en a deux. Il y a toute l'expérience autour de BPI France en ligne, qui est donc, entre guillemets, la banque en ligne de BPI France. Et encore une fois, quand on parle de banque en ligne, on n'a pas de compte courant, on n'a pas de carte de crédit. Donc, on crée un produit qui est très challenging dans la mesure où il est complémentaire des banques, des entrepreneurs. Donc, comment on crée de la récurrence, comment finalement on amène ça et on crée un produit qui répond en tout cas à des vraies problématiques pour nos clients. Et après, derrière aussi, des choses qu'on découvre via le prisme d'enseignement. Je parlais par exemple de la plateforme d'octroi de crédit en ligne, qui vient vraiment de choses qu'on collecte sur le terrain et qui, du coup, in fine, se transforme en plateforme et qui se transforme limite en nouveau business pour BPI France. Donc c'est quand même, donc c'est sur des sujets comme ça que forcément on a réussi, je pense, avec un peu de chance aussi, à réussir à montrer l'impact avec toujours cet objectif, et c'est toujours un travail qui est en cours, de faire passer des designers qui étaient vus, qui sont encore parfois vus dans l'organisation comme des exécutants et des gens qui font des maquettes, des gens qui sont vraiment au cœur de la stratégie et qui résolvent des vrais problèmes. Ok, trop bien. Et j'ai une question qui me vient. T'as un- Qui dirige le produit chez vous et comment tu interagis avec cette personne, tu vois? Parce que votre combat est commun, on va dire. Exactement. Il y a un truc qui nous tient très à cœur, c'est ce product trio. Donc la tech, le produit et le design. Euh, Thomas, qui est Head of Product, qui est une belle personne avec qui j'ai le plus travaillé en arrivant chez BPI France, on a clairement, comme tu l'as dit, les mêmes enjeux. Et on a aussi intégré, on a une CTO qui est arrivée il y a quelques mois, Ludie, qui est absolument clé dans l'histoire. Comment on arrive à enrichir aussi ce product trio? Donc, on a commencé à le faire vraiment main dans la main, produit et design. Aussi de l'infuser du coup dans les équipes, hein, rendre du coup la collaboration produit et design la plus fluide possible. Et après, du coup, dans un second temps, rajouter la tech. Donc, pour répondre à ta question, en fait, bien souvent, on a clairement les mêmes objectifs et la réflexion, les réflexions sont très communes. Je pense notamment sur la research. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est très disparate dans l'organisation, moi je crois à un modèle très collaboratif. Et on sait que par exemple, il y a des équipes où c'est la partie produit qui tire plus la recherche, en tout cas exploratoire, et les designers sont dans d'autres parties de la recherche. Je trouve que c'est très équilibré. Et nous, l'objectif qu'on a, c'est d'arriver justement à avoir ce dialogue le plus fluide possible. Et encore une fois, produit et design, mais surtout aussi avec la tech. Et encore une fois, là, il y a pas mal de chantiers qu'on a encore en cours sur ce sujet, mais qui, je pense, sont assez clés. Ouais. Ok, trop bien. Les, Merci. les Venn diagrammes entre les designs produits tech, finalement, il y a beaucoup plus en commun que les crafts. Enfin, il y a un nom commun aujourd'hui. Il paraît, chez Mail, c'est un peu la même chose. C'est un monstre à trois têtes et ça doit l'être pour que ça ait cet impact synergique. Mais du coup, j'interromps et je te pose la question, JB. Concernant la Discovery, comment vous avez fait pour vraiment mettre en place ces muscles? Comment vous avez entraîné ces muscles des Discovery? C'est quoi les grands principes? Est-ce que tu peux partager un exemple, comment vous le faites chez BPI France? Ouais, bien sûr. Je pense qu'en fait, par rapport à ce que je disais juste avant, c'est que déjà, globalement, on diversifie. Donc, je parlais un tout petit peu là, de l'aspect collaboratif qui est complètement clé. Donc, product, tech et design, et comment du coup toutes ces parties prenantes-là sont intégrées en fait dans notre process de research au global. Il y a aussi le fait si on regarde rétrospectivement, de mieux apprendre. C'est-à-dire, globalement, et ça, on peut le voir aussi, je pense. Donc, c'est pas pour autant. On avait historiquement du temps qui était consacré à la recherche.
Donc, bon, maintenant, on le fait plus, on prend plus de temps, mais fondamentalement, c'est plutôt comment on rend ce temps qui est dédié à la recherche plus efficace. Et je pense qu'on le voit aussi, à mon avis, ça doit résonner chez à peu près tout le monde qui a dû voir ça dans ses organisations ou dans des contextes X ou Y, où parfois on a des designers, alors souvent moins expérimentés, qui vont suivre vraiment tout le cycle de recherche, tout le cycle de design thinking en se disant il faut mettre la même énergie à toutes les étapes. En réalité, ça va vraiment dépendre du contexte, est-ce que le sujet sur lequel on est, quel est le niveau de risque? Si forcément on a un risque qui est très élevé, il va falloir mettre plus d'énergie à certains endroits. Donc ça, je pense que c'est un premier aspect. Et après, il y a aussi une autre chose, je parlais du temps aussi là, qui est dédié à la recherche. Aujourd'hui, par exemple, tous les designers, au-delà, donc qui sont intégrés du coup, dans les équipes, ont du temps qui est dédié, qui est bloqué dans leur bande passante pour travailler sur des sujets transverses. Alors, il y a plein de sujets transverses, il y a des sujets autour de l'inclusivité, il y a des sujets autour du branding, il y a plein de sujets, il y a notamment de la recherche. Comment on fait aussi en sorte pour que, en dehors des études qui sont menées par les équipes, il puisse toujours y avoir du temps et de cette curiosité pour apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est vraiment dans les très grandes lignes. Et après, du coup, je parlais un petit peu des tactiques là précédemment. Je pense que je peux vous en partager si vous voulez quelques-unes euh, et qui, à mon avis, illustreront pas mal. Et je pourrais peut-être vous donner quelques exemples aussi très concrets. Alors, attendez, je vais prendre le partage d'écran. On va voir si cette manipulation fonctionne. Normalement, vous voyez mon écran. Oui, Oui. très bien. Euh, donc, je pense que tout au long en fait, de cette journée qui est toujours en cours, parce qu'en fait, on teste plein de choses. Et je pense que c'est ça en fait qui réside aussi dans notre contexte qui est très disparate, parce qu'on couvre plein de cas d'usage, on a des équipes qui sont plus ou moins matures aussi. Je parlais un des trucs qui sont assez clés, c'est comment on arrive à rendre en fait ces enseignements qui sont très tangibles. Là, ce qu'on voit par exemple à l'écran, c'est globalement ce que parfois peuvent nous présenter, nous partager du coup dans des études, là on parle d'études modérées, euh, des participants. Et avec justement le fait de pouvoir, on a beaucoup travaillé et beaucoup isolé sur ces verbatims un peu vidéo qu'on fait beaucoup tourner. Je crois que Nathalie, toi aussi, ça m'intéresse après de savoir aussi ce que tu peux me partager sur ce sujet, mais rendre un peu ces enseignements très tangibles, au-delà du fait de juste d'avoir l'aspect du verbatim, euh, d'avoir en fait plein d'autres métadatas un peu sur le body language, l'intonation, parfois ce que peuvent aussi nous partager, en fait, là en l'occurrence, c'est un client qui nous partage ce qu'il fait. On parle plus du tout de notre produit, mais il nous partage quelque chose du coup qu'il fait du coup dans un Excel pour mieux comprendre ses problématiques. On a derrière après évidemment bon, voilà, vraiment des verbatim vidéo potentiellement dans notre produit sur lequel en fait il met le doigt sur certaines axes d'amélioration ou sur certaines choses qui fonctionnent bien. Donc cet aspect-là, en fait, il est intéressant, ne serait-ce que pour les designers, en fait, d'arriver vraiment à zoomer en profondeur et de ne pas s'en tenir que au verbatim, mais d'avoir plein d'autres données qui permettent d'enrichir du coup cet apprentissage-là. Et surtout, ça rend les sujets extrêmement tangibles parce qu'en fait, un verbatim comme ceci encapsule plutôt bien ce qu'on essaye de comprendre ou le problème relevé. Donc, il y a ces aspects-là. On pondère aussi tout ça avec ce qui se passe globalement dans notre produit. Donc là, par exemple, ce qu'on voit, c'est une session qui vient de... C'est vraiment ce qui se passe, un utilisateur qui se balade du coup dans notre produit. On voit qu'à un moment donné, il est un peu frustré parce qu'il cherche quelque chose, il n'arrive pas à le trouver. Et donc, c'est assez intéressant parce que forcément, ça nous permet d'avoir des expériences qui sont relatées par des participants donc dans ces études modérées. Pour autant, en voyant ce qui se passe dans le produit, on saute aussi des biais où potentiellement des participants vont toujours avoir tendance à harmoniser, à simplifier en tout cas leur expérience passée. Donc ça, on s'en sert beaucoup. C'est très intéressant. Et globalement, après, nous-mêmes dans le recrutement aussi on pourra reparler après aussi des opérations, mais dans le recrutement de nos études, on essaye d'être le plus en plus efficace, vu qu'en fait, on lance beaucoup d'études en continu et en parallèle. Donc là, par exemple, dans notre produit, on segmente et par cohorte, par exemple, des utilisateurs par rapport aux fonctionnalités qu'ils utilisent. Donc ça, c'est extrêmement clé pour nous. Et derrière, le sous-jacent derrière ça, c'est comment on arrive à documenter tous ces apprentissages-là. Donc, on a plein de données brutes
d'études modérées, d'études non modérées, d'autres éléments, hein, aussi d'autres équipes, des équipes CSM, service client, enfin plein de choses. Comment on arrive à agréger tout ça? Je parlais du coup d'intégrer cette dimension business et tech qui est extrêmement clé pour nous. Et après, évidemment, donc, comment on arrive à se découper? On en sort des hypothèses et comment on lit ça du coup à des expérimentations. Et du coup, finalement, on travaille cette boucle un peu en continu. Euh, voilà, donc c'est un peu nos grands principes, nos grandes approches. Et vraiment, pour illustrer ça, vraiment, oui, c'est à peu près ça. C'est qu'en fait, on a toutes ces sources voilà, de données, on les combine et on essaye surtout d'essayer d'apprendre le plus vite possible. Mais encore une fois, je pense que c'est toutes les boîtes pareilles, et d'arriver effectivement à dérisquer et en fait d'arriver à être très fin, d'avoir une approche très fine du coup dans l'analyse de notre risque, en fait, sur tous nos sujets. Trop bien. Et Jean-Baptiste, sur ça, c'est une question assez tactique encore, mais tu disais en intro que un de vos enjeux, c'était d'exposer cette research, en tout cas ce que vous faites au plus grand nombre. Et tu vois, concrètement, là, par exemple, le doc Notion que tu as partagé, à qui est-ce qu'il est rendu accessible, par quel canal, et qui peut y avoir accès, ouais. Alors, c'est un très bon point. La première chose qu'on a vue, en tout cas, comme effet, c'est qu'en arrivant à le documenter et en intégrant du coup ce muscle dans les équipes, et donc les équipes en pluridisciplinaire, on agrégé cette connaissance à un endroit. Et donc, ça avait l'intérêt de pouvoir aussi aligner beaucoup plus les équipes, qu'on veut rendre de plus en plus autonomes, sur le prochain problème qu'elles veulent résoudre. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, quand on va partager du coup à d'autres, à top management ou autre, on va pas partager tout ça parce qu'il y a beaucoup trop d'informations. Donc, on va créer en fait à chaque fois des synthèses. Donc, euh, voilà, dans nos bases de connaissances, dans des boucles mail, justement des apprentissages clés. Donc, vraiment la synthèse de la synthèse, un peu l'executive summary, qu'on essaie toujours de lier avec justement une donnée, en tout cas des insights, en mettant en avant une ou plusieurs données brutes. Donc potentiellement, on a appris quelque chose. Voilà du coup un peu les trois enseignements sur ce sujet. Par exemple, le financement à destination des petites entreprises. On s'est rendu compte qu'en fait, elles avaient besoin de financement très rapide, que nous, de toute façon, nous ne pouvions pas opérer. Donc il y a ce besoin de vitesse que les banques d'ailleurs traditionnelles ne peuvent pas opérer. Et donc derrière, on a peut-être quelques verbatims qui viennent d'une étude Maze ou quelques verbatims vidéo qu'on met en avant. Et c'est pas pour autant du coup qu'il y a beaucoup plus de données, mais par contre on fait effectivement ce sourcing en mettant en avant le plus du coup effectivement de ces données voilà, tangibles comme que j'ai pu vous présenter, que ce soit voilà, des sessions quand on parle du coup de ce qui se passe dans notre produit ou ces verbatim vidéo, avec toujours la possibilité d'arriver à bah, les boards comme ce qu'on a pu voir là dans Notion. Bon, il s'avère qu'évidemment des parties prenantes comme le top management n'y va pas, mais elle peut le faire si elle veut. Ok. Trop bien, merci beaucoup. J'ai une question pour toi, Nathalie. On- Tu vois, comme je le disais en intro, on voit aujourd'hui que FigJam, c'est pas forcément un outil qui est orienté uniquement discovery, mais ça peut être utilisé dans, tu vois, tout au long du process de développement. Mais on voit que le produit est énormément utilisé dans les phases de research et de disco. Je sais que vous l'utilisez beaucoup chez Maze. Est-ce que tu pourrais nous montrer, ou tu vois, nous partager ton écran et nous montrer comment vous l'utilisez aujourd'hui pour un peu agréger vos insights, etc. Oui, alors je vais faire ça. Euh, En effet, on a transféré toute l'entreprise récemment sur FigJam pour intégrer beaucoup plus, de manière beaucoup plus proche, tout l'aspect discovery, dès le début jusqu'à vraiment au moment où on va dans les Figma files pour les handoffs. Et c'est tout le côté discovery, conception, notre compréhension plus profonde des besoins utilisateurs. Et au moment des usability tests et tout ça, je vous montre. Alors, partage d'écran. Tac. Donc, c'est un petit démon qui illustre comment on fait vraiment chez Maze.
on est là pour faire les brainstorms de discovery des flowcharts. On amène ici les wireframes, on crée les wireframes ici, et même les vrais prototypes, on peut le breakdown ici. Et ce qu'on peut faire ici aussi, c'est intégrer ce qu'on apprend des mails qu'on fait, donc tous les côtés feedback utilisateur ici. Donc, cet exemple, c'est un usability test qu'on a fait sur ces prototypes qu'on a générés. Et là, on peut vraiment voir les user paths, où étaient les drop-off, quand est-ce que ça a bien marché. On a des data quantitatifs sur les usability. Nous, on aime ça nous aide vraiment à parler en faveur des décisions qu'on prend. Donc, on voit exactement comment les écrans performé, où est-ce que ça a été plus difficile de comprendre, ou ce qui était des clics inattendus, etc. Et là, vraiment, comme c'est juste à côté où on fait le wireframing, où on design, où on brainstorm, on conçut, on fait la conception des designs et de la solution, on peut vraiment avoir un niveau d'empathie ultra élevé de comment on essaye de résoudre le problème des usability. Et une autre chose qu'on fait pas mal, et c'est un moment assez wow effect. Alors, il va falloir que je refasse ce partage très vite pour vous montrer. Ce qu'on aime aussi faire, c'est des réunions avec des stakeholders et pour leur montrer, leur expliquer les décisions, pourquoi on a fait des décisions de produit ou de design. If anything, it helps me understand if it's even available for me. Because I didn't use any Donc, dès le moment où on met un user qui parle de leur expérience et comment ça a bien marché ou ça a été un moment de friction, bah, vraiment, c'est un moment qui nous fait gagner toute la presse et fait que même au niveau le plus élevé, même plus éloigné des vrais travails, les senior leadership peuvent vraiment comprendre les décisions produits. Des fois, c'est pas évident, mais ça explique et ça soutient comment on a développé, comment on est arrivé là. Voilà, c'est comme ça qu'on fait dans Figma, dans des projets Figma. On a toujours les FigJam et les files et ça se complémente. J'arrête les partages. Trop bien, trop bien. Et au-delà, tu vois, du coup, ça, c'était vraiment l'intégration que vous avez chez Maze avec FigJam. Est-ce qu'il y a tu vois, d'autres raisons pour lesquelles vous avez switché vers FigJam, ou c'était uniquement pour cette intégration que vous avez avec le produit? Alors, je vais toucher peut-être un sujet qui est un hot potato, tous les côtés des comment on organise le travail, l'opérationnel que tu as mentionné, JB, comment on organise nos dossiers, l'architecture des repositories, euh, l'histoire des repositories. Pour nous, c'était vraiment, enfin, l'intégration avec le feedback qu'on peut intégrer, c'était une bonne partie de la motivation, mais une autre était décentraliser notre travail dans les projets Figma qui nous permettent vraiment d'avoir les informations dans les contextes où on les utilise le plus souvent. Après, dans le maze, on a nos workspaces, on a nos projets, c'est organisé. Si jamais, on va revenir vers toutes les études qu'on a fait. Mais pour nous, beaucoup de travail se passe dans Figma. Donc, dès le moment où on commence à penser, à réfléchir les problèmes, le brainstorm des produits, on les fait sur FigJam. Après, quand on commence à solutioning process, on les fait sur FigJam avec des wireframing. On fait des tests, on amène des feedbacks, on itère, on développe tout ça. Au fur et à mesure, on développe les Figma files, c'est le designer évidemment. Et on peut sauter entre les deux. C'est bien organisé pour nous. Donc, on minimise tout le switching, on minimise de perdre les informations. Et c'est pour ça qu'on a transféré tout vers FigJam. Ok, trop bien. Et vous, Jean-Baptiste, vous utilisez, je sais même pas, vous utilisez FigJam aussi ou pas?
On utilise FigJam, exactement, pour différents. Alors là, pour le coup, il y a plusieurs cas d'usage parce qu'on n'a pas que des designers, hein. Les designers se servent de FigJam, product manager, product owner aussi. Donc, on peut être sur des cas d'usage vraiment de whiteboarding ou de mapping de journey, par exemple. Ou... Enfin, voilà, il y a différents cas d'usage ou des ateliers, hein, ou aussi différents types d'ateliers qui peuvent être effectivement faits sur FigJam. Ouais. Ok, top. Euh, je sais pas comment on est sur le timing, peut-être Alexia. Je me dis que si on veut laisser du temps aux questions, on peut passer aux questions maintenant, si vous le sentez de le faire. S'il y a encore des questions que toi, Arthur, tu souhaitais poser à JB, peut-être, et à Nathalie, peut-être une dernière. Moi, j'en avais une, ouais. J'en avais une sur DevMode, parce que j'en ai beaucoup parlé et c'est un de nos gros focus là en tant qu'entreprise. Du coup, ouais, moi, ma question à vous deux, en tant que leader produit, c'est est-ce que vous savez si vos équipes ont adopté DevMode? Et si oui, pourquoi? Enfin, tu vois, quelles étaient les raisons de cette adoption, quoi? Donc, peut-être Jean-Baptiste pour commencer. Bon, bah, écoute, très, très rapidement alors. Alors oui, nous, on a notamment commencé avec là, le programme d'accompagnement là, que vous avez organisé en fin d'année dernière. Donc pour rappel, hein, c'est un programme que vous avez fait avec quelques-uns de vos clients justement pour euh, avoir un peu les bonnes pratiques et les contours du coup de comment ça peut s'intégrer dans nos organisations. Aujourd'hui, on se laisse 2024 justement pour tester, en tout cas à échelle, avec justement des KPI évidemment, bon, principalement autour du lead time, hein, globalement, de conception, hein, entre le end-off entre finalement les designers et à partir du moment où quelque chose sort en prod. C'est corrélé avec un grand sujet autour de la refonte un peu, enfin, une très grosse évolution de notre design system. Donc, les deux sujets sont corrélés, on va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a donc pas les deux choses qui sont intéressantes, moi, que je vois. Les designers ont commencé à pas mal se servir. Il y a des features comme par exemple les annotations. Toute l'équipe aujourd'hui s'en sert et ça fonctionne de leur retour plutôt bien. Ce qui a été intéressant aussi, plus d'un point de vue culturel, avec justement cette expérimentation DevMod, c'était de mettre tout le monde autour de la table dans un outil et de pouvoir aussi identifier, notamment dans la population tech, ceux qui étaient le plus à même justement et le plus intéressés sur ces sujets, justement, toute la synergie de design, design dev, et donc de constituer un peu cette équipe justement de tech un peu pilote sur ces sujets-là dans différents endroits de l'organisation. Certains sont même aussi, c'est un autre sujet, mais aussi parfois intégrés dans nos sujets de research aussi, hein, de discovery. Donc ça a été, culturellement, ça a été aussi intéressant. Et là, 2024, ça va vraiment de l'expérimentation pour voir quel va être l'impact chiffré du coup dans les opérations et dans nos flux de conception. Ok. Ouais. Et toi, Nathalie, vous avez commencé à l'utiliser ou pas? Bah, chez nous, on prépare l'intégration avec DevMode et vraiment très pareil. Les motivations sont d'avoir un source of truth entre les designers et les devs pour s'assurer que ce qu'on voit en production, c'est ce qu'on a vraiment designé dans Figma. Et donc, avec, euh, avec le design system qu'on a maintenant mis en place de manière très structurée, s'assurer aussi qu'il y a les bons components, c'est les bons components qu'on intègre et il n'y aura pas besoin de faire les guessing games et de comprendre où on trouve les components dans les librairies, etc. Donc, c'est ça vraiment tout ce qu'on espère que DevMod va nous aider à mettre en place et streamline tout ça. Donc, on est en processus d'intégrer tout ça. Ok, eh bien merci à tous les deux, franchement, c'était trop bien. Alexia, du coup, je te laisse la main parce que j'ai pas du tout regardé les différentes questions qui ont été posées, donc je te laisse la Non, et main. puis on a eu des gens qui ont posé des très très bonnes questions sur le board, donc je vais revenir dessus sur le partage. Hop là, on avait des chouettes questions. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont voté aussi. JB, tu avais pas mal de questions sur toute la partie en fait leadership que tu fais et la façon dont tu élèves l'équipe design et notamment tu impliques l'équipe design dans les processus de discovery et de research. Donc, si jamais je me focalise juste sur les deux stickies là qui sont assez similaires, une des questions c'était en fait comment est-ce que toi, en tant que head of design, tu arrives à faire valoir les compétences de tes designers ou comment est-ce que tu t'attends à ce que tes designers fassent valoir leurs propres compétences
pour gagner la confiance des stakeholders, des higher-ups, qui traditionnellement sont assez réticents à investir côté design. Et en fait, un peu donc, dans la même veine, comment persuader tous ces supérieurs et les PM d'impliquer les designers davantage dans la discovery? Ouais, mais bah, peut-être sur la première question, c'est une très bonne question, et a fortiori dans des contextes euh, comme par exemple la banque, où historiquement, hein, on est notamment les banques, enfin, business banking, où effectivement, enfin, dans le corporate en général, hein, le design est quand même moins, enfin, en tout cas parfois vu vraiment sur une fonction exécutante. Je pense qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant et qui est vraiment à cheval entre de la recherche et du coup de la conception, c'est d'arriver en fait à aller un cran plus loin dans ce que dans le travail des designers. Et je vais prendre un exemple très concret pour ça, sur ça, pardon. À partir du moment en fait où nous on l'a beaucoup fait, à partir du moment en fait où on avait appris vraiment en profondeur quels étaient les points de friction ou les nouvelles opportunités qu'on pouvait euh, isolés de nos utilisateurs finaux. D'arriver aussi à projeter, et je parle vraiment bien de projeter du coup, voilà, des expériences possibles, l'expérience de demain. Et en fait, dans cette narrative de se dire, en fait, ben, nous, on travaille sur tous ces sujets-là, mais nous, on arrive à prendre de la hauteur, et en fait, demain, potentiellement, on peut faire ça, ça, ça. Et encore une fois, ce sont vraiment des projections, hein. Donc, dans ces projections-là, après, on va utiliser plein de techniques, des artefacts plus ou moins précis, par exemple. Euh, et donc, ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'en fait, et notamment auprès du top management, bien souvent, en fait, on parle de vision. Par contre, une vision, c'est très peu tangible. Comment on rend cette vision qui est tangible? Donc, on en parlait avec justement ces apprentissages. On apprend des choses et on les restitue de façon tangible. C'est super. Et comment on peut aller aussi une autre piste, c'est de se nourrir de tous ces enseignements-là et de se dire, bah, nous, en fait, on pense que demain, voici l'expérience qu'on peut construire de demain. Ou voici la modélisation, la matérialisation de cette vision. Et encore une fois, on parle de choses qui sont plausibles, possibles. Donc, potentiellement, ça va pas du tout ressembler à ça. Et ça, c'est des choses qu'on fait beaucoup, que moi je continue à faire beaucoup avec les équipes et que j'encourage en fait les designers à faire. Et ce qui est intéressant en faisant ça, c'est que du coup, dans les discussions, on sort en fait des designers qui sont vus comme des exécutants qui font des maquettes de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à potentiellement demain notre vision elle ressemble à ça. Et en fait, je trouve que dans le dialogue, en tout cas moi je l'ai vu, ça déverrouille pas mal de choses. Et potentiellement, du coup, d'autres parties prenantes, notamment du coup bah, des fonctions dirigeantes, peuvent s'appuyer sur ça pour ensuite enrichir la narrative et itérer. Et je trouve que du coup, ça place le designer dans une posture très intéressante qui est le fondement même en fait de la fonction de designer, de résoudre des problèmes en fait. Euh, et d'amener des choses sur la table qui, encore une fois, sont des artefacts et des choses qui alimentent la discussion. Mm. Non, je pense qu'il y a quelque chose de très puissant dans ce que tu dis, d'effectivement, de profiter de nos pouvoirs de designer, en fait, pour amener cette vision et la matérialiser. Et en fait, en gros, donner le super pouvoir que nous, on a, le passer plus haut. Et en fait, comprendre que les gens qui sont nos supérieurs, eux aussi, ils ont des besoins. Et leurs besoins, c'est de reporter potentiellement encore plus haut. Et du coup, d'offrir ces visions-là que nous, on est capable de créer, de matérialiser. Donc, se positionner en tant que partenaire là-dessus, ça me paraît effectivement très, très pertinent. Je vais passer à une question pour tous les deux, que pareil, qui a été très, très upvotée, qui me paraissait intéressante sur la recherche utilisateur. Comment, en fait, concilier tous les insights qu'on récupère sur Maze avec la partie data analytics plus quantique qu'on a souvent via d'autres outils? Comment est-ce que vous, respectivement, vous conciliez ça dans vos processus de recherche? Et Détaillé, tu as une perspective aussi d'un point de vue outil. Peut-être commence par JB et après on bascule sur la partie process interne à Maze / outil. Ouais, bah, très rapidement, c'est un. Alors, je pense qu'on a encore de marge de progression sur ces sujets. Je pense en fait, c'est toutes nos sources en fait donc c'est pas que propre en fait à ce qu'on va aller collecter avec Maze ou des études modérées aussi, hein. Comment en fait on va les découper et en fait on les documente bien. Euh, je pense qu'en fait, le sujet, il est plus là. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas, pour être très transparent, de process complètement calé. Euh, et en fait, la représentativité des différentes sources du coup, de données est différente. Parfois, on a beaucoup, par exemple, de données qui viennent d'études modérées. D'autres, parfois, en fait, on a beaucoup
de données qui viennent de Data Analytics, par exemple. Bon, après, il faut contrebalancer. Donc aujourd'hui, pas vraiment de facteurs et de sujets calés là-dessus. C'est un peu au cas par cas. Très bien. Du coup, Vas-y, non, Nathalie, pardon, à toi, surtout. Bah, nous, on utilise les advanced features dans Maze pour amener autant d'informations et de la metadata qu'on peut dans Maze pour après pouvoir filtrer, segmenter, voir et comparer comment certains segments ont répondu, pour voir qui est derrière chaque réponse. Donc, tout ça, on peut le faire avec des paramétrages des URL. Après, dans Maze, ce qu'on fait ou ce qu'on a toujours fait, c'est on essaye de marier des qualis avec du Canti pour vraiment donner un autre niveau d'insight à chaque point de data. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire dans Maze. Et voilà, après, avec des métadatas qu'on peut collectionner dans les tests, dans les Maze même, alors, on peut après chercher nous, on utilise Amplitude, mais donc on prend les testeurs ID ou les emails, on les trouve dans Amplitude pour compléter l'image de ce qui s'est passé, quelles actions ont été prises, etc. Une autre manière dans laquelle on le fait, c'est qu'on a une intégration avec Amplitude. Et donc, on crée des cohortes qui sont basées sur des behavioral events, sur ce qu'ils ont fait dans la plateforme pour bien cibler. Et après, on peut voilà, apprendre de manière très, très visée ce qu'on veut apprendre. On les target avec notre in-product prompts et on peut faire l'ouverture assez facilement entre Amplitude et Maze. Merci beaucoup. On répond à plusieurs questions avec ce point-là. Je pense que je vois que beaucoup de personnes ont voté la question sur la discovery. Je pense qu'elle est très large et qu'il y a pas mal de points qu'on a évoqués au fil de la conversation et de là des réponses qu'on donne qui répondent en partie à ça. Donc malheureusement, vu du temps, on ne va pas pouvoir l'aborder. Je vois qu'effectivement, du coup, on a parlé de la partie analytics. J'aime bien cette question. On va essayer de la faire rapidement parce qu'il faut on a beaucoup encore de choses enfin, d'autres questions à répondre. Quelle est la meilleure stratégie pour effectuer des tests utilisateurs avec une plateforme comme Maze avec des participants qui ne sont pas technophiles? Et je pense que peut-être, JB, toi, tu as des opinions là-dessus aussi, sans ajouter de complexité à l'outil testé ou à la plateforme, au prototype testé en tant que tel. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager? Alors, déjà, je pense que ce qui rend Maze assez unique dans le marché, c'est notre participant experience, donc tout l'expérience participant. Ce qu'on vise, c'est que ce soit le plus simple possible. Il y a un bouton et il y a l'instruction. C'est très facile de comprendre ce qui est en train de se passer. On prend tout l'écran et voilà, normalement, il n'y a pas de distraction. Euh, la bonne pratique, ce que nous on fait, c'est déjà on ne demande pas énormément de questions pour ne pas mettre beaucoup d'efforts cognitifs sur les participants. Et après, utiliser les mots les plus simples possibles, pas du jargon, pas des mots de tech, des acronymes, et donner des contextes. Donc, dans Maze, quand on construit des tests, il y a un contexte bloc. Chaque question chez nous, c'est des blocs. Donc, on met les contextes blocs et on dit, hey, ça va se passer. Là, on va vous demander certaines questions comme ça. On ne définit pas les questions ou les tâches de manière qui a une réussite. Il y a une manière de réussir ou avoir un échec. C'est vraiment, hey, vous allez voir ça, essayez de faire ça. Et après, on demande les autres questions. Donc, pas plusieurs questions à la fois et vraiment faire une étape après l'autre. C'est comme un peu quand on fait un démo et qu'on présente quelque chose, on dit ce qu'on va montrer, on le montre, ce qu'on vous a montré. Et ça permet normalement de bien pouvoir suivre et s'orienter bien dans le test. JB? Je rejoins complètement l'Italie et du coup, je suis très heureux de savoir qu'on a les mêmes bonnes pratiques. Mais voilà, purée. Non, mais nous, c'est pareil. En fait, on a aussi créé des guidelines pour les différents types de end users qui sont du coup un peu plus spécifiques, mais en fait, on suit aussi cette logique-là. Et en fait, nous, on s'est beaucoup servi, notamment au début de Maze, pour toute notre expérience en fait collaborateur. Et donc, on a intégré en fait nous des études Maze. D'ailleurs, en fait, on a qui tournent tout le temps dans nos interfaces directement. Donc, soit en arrivant, soit à certains moments de parcours, soit directement dans les outils internes, donc l'expérience collaborateur.
Et donc là, typiquement, donc on a vraiment nous travaillé sur des process où ça nous demande quasiment aucun effort aujourd'hui et toutes les 2 semaines, il y a des études qui sont poussées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu très peu de friction, parce qu'encore une fois, on parle donc des chargés d'affaires de BPI France. Alors, c'est très disparate, mais euh, on n'a eu vraiment aucun problème. En tout cas, à ce qu'ils prennent en main l'outil, en tout cas, ils ont enfin, maintenant, ils sont habitués parce qu'encore une fois, il y a beaucoup d'études, que ce soit pour les études exploratoires ou évaluatives, où on teste du coup des interfaces proto-Figma qu'on intègre du coup dans Maze. Donc, non, non, très bien. Effectivement, bonne pratique d'avoir peu de questions, d'essayer de zoomer en tout cas sur une thématique et donc d'avoir finalement assez peu enfin, des questionnaires qui peuvent être répondus en moins de 5 minutes à peu près. Et ça fonctionne bien. Non, non, ça fonctionne très bien. Et Merci. d'ailleurs, les conseils clés toujours, c'est tester les tests. Si vous pouvez, tester les tests pour voir que les gens puissent comprendre. Donc, Testez-les sur vos collègues. C'est la meilleure c'est façon. ça, c'est Collègue ça. qui n'est pas du tout designer, juste prenez la personne, quelqu'un qui travaille en QA, un dev, ce que vous voulez. Et Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous, on l'a vu aussi, notamment au début, c'est que vu que dans les reports, on peut voir aussi quand les gens s'arrêtent, en fait, on peut aussi se dire, en fait, après, a posteriori, apprendre et se dire, mais en fait, peut-être que c'est cette question-là, le wording n'était pas clair, ou alors, et donc, du coup, on apprend aussi à partir de là. Ouais, tout à fait, c'est comme un mini-produit en fait. exactement. Ok, alors dans l'intérêt du temps qui nous reste, je vais vous poser une question, mais juste avant, parce que nous aussi chez Figma, on aime bien faire de la recherche utilisateur sur les formats qu'on propose, parce que ce live stream aussi est un produit. Dans la série, tout est un produit. On va juste vous lancer un petit questionnaire qui prendra juste un petit QCM, juste pour avoir vos retours sur le format, parce qu'à nouveau, c'est un peu une expérimentation de notre part, où vous pouvez juste donner voilà, votre feedback, et ça nous permettra d'améliorer ce type de format à l'avenir. Donc, on vous le lance. Et pendant qu'on le lance, du coup, alors, j'aimerais poser une toute dernière question. À nouveau, on va essayer de la faire un peu vite parce qu'il faut qu'on fasse la petite conclusion après. Et je sais que c'est une question, Nathalie, que tu me disais, vous recevez régulièrement côté Maze et que je trouve assez intéressante, qui est la question en fait de la documentation, cette notion de single source of truth, mais appliquée à de l'UX research. Donc, en fait, toute la logique de repository que beaucoup de questions se posent. Donc, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager ou en tout cas, ou alors au contraire à ne pas partager sur comment est-ce qu'on peut documenter et gérer tous les insights UXR qu'on collecte sur le long terme? Oui, alors je vais essayer d'être rapide. Donc, dans Maze, la manière dans laquelle on a introduit la nouvelle architecture pour tout organiser ça, c'est que on a un general workspace qui présente tous les research qui se passent dans la boîte, tous les studies que les équipes font. Donc, quand on veut voir tout à l'ensemble et ce qui se passe, moi je veux voir ce qui se passe dans l'autre équipe, je peux le voir là-bas. Mais aussi, on a des workspaces. Donc, nous, on l'organise par équipe. Normalement, c'est par domaine des use cases. Et après, dans les équipes, ils organisent par projet. Et ça, normalement, c'est l'équivalent d'une initiative produit qu'on fait. Donc, et là-dedans, toutes les études sur le problème, la solution post-prod même, se passent dans ces projets. Donc, vraiment, c'est euh, par domaine et après par use case et après par initiative. Et ça nous permet de s'orienter pas mal et revenir en arrière après, on les trouve assez facilement. Après, tout ce qui est côté artefact qu'on peut générer avec Maze, que ce soit les clips, les quotes, la data sur la usability test ou tout autre tas d'artefacts visuels qu'on génère avec Maze, peut être intégré dans la plupart des outils qu'on utilise pour la documentation. On sait que par niveau de maturité d'opérationnel et la taille de la boîte, on utilise des différents outils, on est plus rigide ou plus flexible. Donc, on peut intégrer les artefacts Maze dans les outils, que ce soit FigJam, Notion, Dovetail, etc. Et vraiment garder les éléments clés pour faire des décisions ou pour présenter les preuves qui nous ont fait prendre la décision juste à côté par exemple, comme j'y vais, comme tu as partagé dans les synthèses, ça peut vraiment animer une décision ou animer une nouvelle insight. Donc, c'est comme ça que nous, on l'utilise aussi dans Maze et aussi dans nos outils. On utilise Notion pour le coup. Et voilà, c'est comme ça que nous, on le fait. Merci beaucoup. JB, si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, tout à fait en phase avec ce que tu as dit, Nathalie. Nous, ça rejoint aussi un peu ce qu'on fait avec, je pense, une chose, nous, qu'on a
qui a plutôt bien fonctionné, c'est d'avoir une documentation exhaustive de toutes les expérimentations du coup qu'on fait, qui sont du coup liées bah, globalement nos différentes hypothèses et du coup la boucle en fait de est-ce que bah, du coup ces hypothèses sont validées ou invalidées ou si ça crée une nouvelle hypothèse, bien souvent ça fait ça. Et du coup ça nous arrive à bien structurer et surtout à combiner en fait des insights parce qu'encore une fois on est sur des pans où on couvre quand même pas mal de cas d'usage et avec des end users qui sont très différents. Je vais finir très rapidement sur une petite conclusion par rapport en fait à config. Pourquoi est-ce qu'on veut parler de config? Parce qu'en fait, config, ça arrive bientôt, ça arrive le 26 et le 27 juin. C'est une grosse conférence qu'on organise. Et alors, il se trouve qu'en fait, à la fois Maze va venir en tant que partenaire à participer à config et qu'en plus, JB aussi va venir. JB a eu la chance déjà de venir en personne à San Francisco l'année dernière y participer. Visiblement, il a bien aimé parce qu'il fait rebelote cette année. Et du coup, on voulait juste vous en parler parce que on a une grosse date qui vient bientôt. Dans une semaine à peu près, on va annoncer tous les speakers qui viennent parler cette semaine. Donc, gardez vos yeux sur le site config de cette année pour voir exactement qui est-ce qui va venir. De façon générale, Config, c'est pas du tout une conférence seulement pour les designers. Au contraire, on parle un peu comme aujourd'hui en fait de l'ensemble du processus produit, du discovery jusqu'à la fin, jusqu'à l'implémentation des designs. Du coup, ça parle aux PM, ça parle aux designers, ça parle aux développeurs, ça parle éventuellement à toutes les autres parties prenantes qui sont logées dans tous les petits interstices des processus produits. On va parler design system, on va parler product management, on va parler design craft, on va parler innovation, on va parler IA évidemment parce que comment est-ce qu'on peut faire une conférence aujourd'hui sans parler d'IA? Et voilà, on a encore des tickets pour ceux qui veulent venir en personne qui sont à 50% off. On peut aussi tout à fait ne pas venir en personne et profiter de tout le contenu virtuellement, aucun problème. Il faut juste s'inscrire à config.figma.com. Donc voilà, c'était le petit intro. Merci beaucoup d'être venu passer du coup cette heure-là avec nous. Et puis du coup, bonne fin de journée, bon design à tous. Et puis à une prochaine fois. Ciao, ciao.